Nous sommes devant les anciennes écuries du château et la remise où l'on rangeait les véhicules. Mais il y a aussi la dernière maison du Haut-Buzet encore debout, celle du cordonnier Lacombe qui a été rachetée au XIXe siècle et annexée aux écuries pour pouvoir les agrandir. De tout temps, les habitants ont préféré s'installer en contrebas, au bord de la Baïse, pour y puiser aisément de l'eau. Toutefois, dès le Moyen-Âge, un certain nombre d'habitants ont choisi de s'installer en haut de la colline pour bénéficier de la protection des deux châteaux. À cette époque, la frontière entre France et Angleterre passait non loin de là. On avait donc peur des Anglais, mais aussi des troupes du comte de Foix-Béarn et même des pillards envoyés par le seigneur de Caumont à peine une vingtaine de kilomètres de là. Hélas pour les habitants de Buzet, ils préféraient discuter à coups d'épée que de s'éterniser dans des procès qui n'en finissaient jamais. Le village de Buzet était entouré de nombreux fossés et fortifications. Lorsque peu à peu on cessa de craindre les invasions, on les transforma en promenades et en jardins d'agrément. Ici, le principal fossé de la ville a été enjambé par un pont. Ce pont, construit à l'époque de la Révolution française, marquait l'extrême limite de l'extension du bourg. À ma droite, là où de nos jours se trouve le potager, se trouvaient les dernières maisons du bourg, tandis qu'à ma gauche, là où de nos jours se trouvent les arbres du parc, eh bien, on trouvait autrefois les premières vignes du village. Malgré sa taille modeste, le Haut-Buzet servait aussi de chef-lieu, ce qui explique qu'on y trouvait le marché et l'administration municipale. Les colonnes à côté desquelles je me trouve marquent l'emplacement de l'ancien hôtel de ville de Buzet qui jouxtait les murailles. Au début des années 1780, le seigneur de Buzet, visiblement un peu lassé de voir ces maisons qui polluaient sa vue lorsqu'il prenait tranquillement son petit déjeuner à la fenêtre de son château, décida qu'il était grand temps de racheter les maisons du village pour transformer le lieu en un parc d'agrément. Il fit aussi raser les murailles. Hélas, il se montra un peu trop zélé, puisqu'en rasant les murailles, il rasa aussi l'hôtel de ville qui les touchait. Face à l'indignation populaire, il accepta de faire construire ces colonnes en mémoire de l'emplacement de l'ancien hôtel de ville. Mais notez que rien ne raconte cette histoire sur les colonnes. Plutôt habile, le sire de Buzet avait en fait réussi à faire passer la construction de colonnes tout à fait dans le goût de son jardin projeté pour un acte de charité municipale auprès des habitants. Un sacré politicien. C'est non loin de ces colonnes, dans l'église Notre-Dame, qu'eut lieu le premier conseil municipal de l'histoire de Buzet. Alors n'allez pas croire que les habitants du lieu étaient particulièrement bigots, non, ils étaient plutôt du genre jacobin. Mais lors de ce premier conseil municipal où toute la population du bourg avait été réunie en cortège, on avait oublié de demander au châtelain les clés du nouvel hôtel de ville qu'il avait fait construire après avoir rasé le précédent. Comme le châtelain était à Paris, les habitants furent obligés de se tourner vers l'église pour cette réunion. Le curé ne fut pas trop gêné et fit même chanter un Te Deum en l'honneur du maire. Au XIXe siècle, le Haut-Buzet était devenu un village fantôme. N'y vivait plus qu'une poignée d'habitants, vieillards ou veuves. Sur une trentaine de maisons encore debout, une dizaine étaient en ruine, ce qui incita les châtelains à racheter les dernières maisons. Le dernier habitant à partir, Pierre Maisonnier, vendit sa demeure en 1866. La plupart des bâtiments furent détruits. Quant aux dernières maisons encore debout, ce sont aujourd'hui des ruines qui invitent le promeneur à imaginer ce que pouvait être autrefois le village du Haut-Buzet. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.